Donc Béatrice Guionnet, on est à Montmorillon, donc au sud-est du département, la confluence de plusieurs régions en fait. Oui, tout à fait. Le Montmorillonnais et Montmorillon en particulier se situe en fait en limite de plusieurs régions géologiques, historiques également, et forcément ça va avoir des implications sur l'ensemble de l'histoire de la ville et de son bâti. Donc ici, nous sommes plutôt sur une terre un petit peu de transition entre le Poitou, le Berry et le Limousin, et sur des socles géologiques très différents, puisqu'on va avoir du calcaire, mais aussi très proche d'ici du granit, voire du grès. Ce sont des matériaux locaux qui seront utilisés donc dans le bâti traditionnel notamment. Alors ici, nous sommes sur le site aussi assez historique de la ville de Montmorillon, puisque nous sommes sur la motte castrale, c'est-à-dire la butte de terre sur laquelle était construite une tour, probablement, qui appartenait au château de Montmorillon. Alors puisque nous sommes ici sur une limite aussi historique, nous sommes ici sur une partie du comté de Poitou, qui va être défendue par le château de Montmorillon, pour faire face au comté de la Marche, donc plutôt le Limousin actuel, nord de la Haute-Vienne, qui avait des dépendances assez proches d'ici, puisque Lussac-les-Châteaux dépendait de ce comté de la Marche. Alors on va construire ici un château et la ville va se développer autour de cet édifice principal, mais aussi autour d'édifices religieux, l'église Notre-Dame qui est juste à côté, le site de la Maison Dieu avec le fameux octogone, chapelle de cimetière, et puis grâce aussi à un passage sur la rivière extrêmement important, puisqu'on mentionne un pont dès le XIIe siècle à Montmorillon, qui permet de relier le Poitou vers le Berry et ensuite vers le Limousin. Donc un territoire qui est une ville qui va être vraiment au cœur des échanges commerciaux dès le Moyen-Âge. Comment on retrouve cette confluence dans le bâti traditionnel? Comment on peut le voir par exemple sur cette butte quand on est à Montmorillon? Nous sommes ici vraiment en limite entre la France du Sud et la France du Nord. Et cette limite entre les toitures plutôt du Sud, donc des toitures couvertes de tuiles canal, la tuile romaine, arrondie, qui est utilisée donc dans le sud de la France, vient donc jusqu'ici dans la région. Et puis après, du côté, on va dire, de la France du Nord, on va retrouver beaucoup plus la tuile plate, donc qui qui peut être remplacée dans certaines régions par l'ardoise en fonction des matériaux qu'on a sur place. Et les types de toitures sont différents en dehors de la forme même des types de couverture. La toiture est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus aiguë quand on a une couverture en tuile plate, puisque les tuiles plates sont plus lisses, donc il faut une toiture assez pentue, alors que sur les tuiles, pour les tuiles canal, on a plutôt une toiture à pente douce, donc qui permet d'éviter le glissement des tuiles canal, des tuiles courbes. Sur la ville de Montmorillon, si on regarde les toitures, eh bien on a la chance d'avoir ce joli panel, ce mélange des deux influences qui se croisent dans la ville de Montmorillon. Alors, comme par exemple à l'entrée du pont, quand on regarde là à l'entrée du pont, là où il y a les pigeons, on pourrait dire que c'est un toit. Alors plutôt d'inspiration berrichonne, de tradition berrichonne, avec des fortes pentes et puis la tuile plate précisément, qui était aussi beaucoup utilisée au Moyen-Âge. Donc les maisons les plus anciennes de Montmorillon, on les repère aussi justement grâce aux toitures très pentues. Donc on les voit très bien notamment sur les bords du pont, donc sur le côté droit. Ces fortes pentes sont vraiment dans la tradition constructive de la fin du Moyen-Âge. Et les toitures en ardoise, ça apparaît quand à peu près? Alors l'ardoise dans notre secteur n'est pas du tout un matériau local, puisque ça vient essentiellement de l'Anjou dans le secteur. Et ces ardoises arrivent plutôt au 19e siècle, quand le chemin de fer va arriver à Montmorillon dans les années 1860. Il va permettre un développement économique d'une part, et puis il va permettre aussi de faire venir des matériaux d'ailleurs assez facilement, ce qui n'était pas forcément le cas lorsqu'on n'avait pas le chemin de fer. Donc si on regarde autour de nous, eh bien, on a ici une ancienne école, donc couverte d'ardoise, bâtiment public, le palais de justice, la sous-préfecture un petit peu plus loin vers le pont Neuf actuel est aussi couvert d'ardoise. Donc tout ça, ce sont des bâtiments construits au 19e avec ce matériau nouveau qui arrive en Montmorillonnais. Et les pierres, pour ça, donc, la construction des maisons, là on en voit, donc c'est du granit là qu'on voit sur la maison en bas là. Est-ce qu'il y a par exemple du tuffeau qui aurait pu être amené aussi Très peu.
parce qu'en fait, dans la région, on a des carrières de calcaire. Donc, on n'utilise pas un tuffeau qui est quand même finalement de moindre bonne qualité, puisque le tuffeau est Ça va pas malgré faire tout... plaisir aux gens de Loudun, ça. Ça, je sais, mais en même temps, hein, il faut bien constater que le tuffeau s'abîme plus vite qu'un bon calcaire de Chevigny. Donc, il y a un calcaire beaucoup plus dur. On va retrouver plutôt le calcaire du côté de Montmorillon, le Lussacois, voire le Trimouillet, puisque c'est le sous-sol hein, qui a encore cette capacité donc à donner ce matériau. Et puis quand on va plutôt vers Lathu, vers Availle-Limousine, les Jourdains, on trouve eh bien le substrat local, c'est-à-dire le granit. Et donc on va utiliser le matériau qui est le plus proche. L'idée, c'est de faire au moindre coût. Donc, quand on est sur un sous-sol granitique, on prend le granit. Quand on est sur un sous-sol calcaire, on prend le calcaire, tout bêtement. À Plaisance, en passant et en s'arrêtant surtout à Plaisance, vers l'église ou autour de l'église, on voit une couleur de pierre qui ne ressemble en rien à ce qu'on peut voir à quelques kilomètres autour. Tout à fait. On a une petite zone très particulière sur le secteur entre Plaisance, Saugé, Moulimes, où on trouve une pierre assez rouge en fait. Bon, je ne vais pas dire que c'est Coulongeat rouge, mais on s'en approche. C'est un grès en fait ferrugineux, donc le côté, enfin le fer apporte cette couleur rouge à la pierre, et c'est une pierre qui a été extraite localement, donc sur ce petit secteur assez bien délimité, et qui a servi donc à la construction des maisons traditionnelles, aux murs de clôture, etc. Et on retrouve donc mélangé à d'autres calcaires, enfin à du calcaire plus clair du coup, eh bien ces taches rouges ponctuellement qui viennent un peu illuminer ces murs et puis donner un aspect un peu particulier, c'est vrai, à ce bourg de Plaisance. Et c'est vraiment dû donc à un matériau très local qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Alors c'est vrai que dans le secteur, on peut retrouver un calcaire assez blanc, mais on peut trouver aussi des calcaires assez dorés, et puis des grès qui vont du jaune, de l'ocre, on va dire, jusqu'au rouge, comme à Plaisance, Moulimes et puis Saugé. Et tout ce mélange donne beaucoup de chaleur en fait, hein, de couleur au bâtiment traditionnel. Donc c'est vraiment une particularité assez locale. Effectivement.